Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Chaque 8 septembre, la communauté internationale célèbre la journée de l'alphabétisation. Et au Togo, vous savez que le gouvernement a consacré tout un ministère pour piloter la politique de l'État en matière d'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Dans le cadre de cette émission, nous avons voulu faire avec notre invité que j'aurai à vous présenter le point sur les avancées et les défis en matière d'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans notre pays. Et là, on va aborder le thème de l'année et puis tout ce qui est en train de se faire au plan national pour enrôler le maximum de personnes qui sont dans le besoin d'être alphabétisées et d'avoir en tout cas tous les programmes adressés à leur endroit. Débat thématique, c'est dans un instant. Pour parler de l'alphabétisation, je reçois sur ce plateau Dr Ajavan Ama Sissevi. Il est le directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Docteur, bonsoir. Bonsoir Marcel. On est heureux de vous avoir sur ce plateau pour faire le point des avancées et des défis de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'est une situation partagée par notre direction pour tout ce que vous faites pour les ministères, leur visibilité, et nous vous remercions. C'est ça. Alors, pour parler de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, on va vous faire vivre une ambiance dans un centre d'alphabétisation avant de démarrer le point concernant les avancées et les... Monsieur le directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, quand on parle d'alphabétisation et d'éducation non formelle, le commun du mortel a besoin de comprendre ces concepts un peu élevés. Lorsqu'on parle de l'alphabétisation, c'est un système d'enseignement. En fait, il faut enseigner à lire, à écrire et à calculer à toute personne analphabète et qui sont désireuses d'apprendre à lire, à écrire et à calculer. Maintenant, lorsque nous parlons de l'éducation non formelle, c'est toute formation ou éducation qui est bien organisée, structurée, sauf qu'ici, on n'est pas dans un cadre scolaire formel. Aux jeunes qui sont déscolarisés ou non scolarisés. C'est pour ça qu'on appelle l'éducation de deuxième chance pour les premiers. Et effectivement, parce qu'à la fin, ça permet soit de réintégrer le système formel, ou soit d'aller en formation professionnelle. Donc, ça permet effectivement de pouvoir donner une seconde chance. C'est ça. Et tel qu'on l'a vu en image tout à l'heure avec ces femmes très enthousiasmées, de savoir que, bon, elles vont bénéficier de ces compétences de vie courante. Est-ce qu'il y en a suffisamment au plan national pour permettre à ceux qui sont dans le besoin d'une préfecture à une autre, voilà, de pouvoir bénéficier de vos programmes? D'accord. Il faut dire que le besoin est énorme. Est énorme. Et pour l'instant, nous essayons avec les opérateurs, c'est-à-dire les associations et les ONG qui sont dans le domaine, de pouvoir couvrir le nombre qu'on peut. Sinon, le travail est quand même en cours. Dans chaque région, nous essayons de pouvoir enrôler. Maintenant, il y a une précision. Ouais. Il y a des personnes qui ne sont pas alphabétisées, mais il faut qu'il y ait le désir. Et il faut qu'il y ait la demande. Sans demande, nous ne pouvons pas faire une intervention. Et vous avez un mécanisme pour, disons, collecter les données en termes de demande? Bon, en termes de demande, habituellement, c'est avec, comme je l'ai dit, avec les opérateurs. Comme ces associations ONG sont beaucoup plus proches de la base, il y a la base qui fait la demande. Et lorsque la base fait la demande, les associations qui ont des moyens, ils commencent par enrôler.
Donc au niveau de l'État, l'État aussi fait les appuis à ces opérateurs-là pour enrôler un grand nombre d'analphabètes. Fidèles téléspectateurs, les femmes que vous avez vues tout à l'heure en ambiance, certaines d'entre elles, et puis des hommes aussi, hein, ont été interviewées pour nous dire les vraies motivations, ce qui les a poussées à exprimer le besoin de se faire alphabétiser, comme vient de le dire tout à l'heure le DG, le directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. On va suivre donc ces bénéficiaires des programmes d'alphabétisation et on revient rapidement sur ce plateau. On a déjà appelé celui qui a pris au résultat. Quand on a levé, gardé comme ça, que il faut regarder votre carnet là-bas, il faut chercher pour vous. Moi, je quitte, je ne vois quelqu'un pour me chercher. Ça me dérangeait, ça, mais je ne sais comment je vais faire. On voulait me prendre secrétaire. On m'a bien choisi que c'est toi qui vas être secrétaire. Quand j'étais au milieu, on me dit d'écrire rien, lire rien. Donc, c'est ça qui m'a vraiment découragée. Je dis, je vais apprendre les alphabets. Donc mon papa n'est qu'à donner mon essence, on va m'amener. Elle dit que c'est au champ seulement. Moi, je n'ai pas été à l'école. Et au fur et à mesure que je grandissais, vraiment, ça m'embêtait. Et je me suis formée jusqu'à ce que je suis allée faire candidat libre pour le CPD. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon CPD. Au niveau de l'association, je peux élaborer maintenant les projets. Les droits de l'enfant. Depuis là, je ne connais pas comment on écrit A. J'attends seulement le nom A. Je ne sais pas comment on écrit ça. Mais depuis que j'ai commencé à alphabétiser, là, maintenant si je vois on écrit sur les tableaux, je sais lire tout A jusqu'à Z. C'est pour ça que ça me fait même pleurer. Avant là, je ne sais pas comment on appelle quelqu'un. Ou bien les messages comme ça. Si on m'a donné mes messages, je ne peux pas. Maintenant, je peux lire et je peux faire les messages pour mon ami. Voilà, beaucoup d'émotions en voyant ces moments verser des larmes. Ça veut dire que vraiment vous faites un travail formidable, en tout cas sur le terrain. Vous et vos... Enfin, et ceux qui sont des opérateurs d'alpha. Alors, rappelez-nous bien la mission qui est assignée à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. La direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle a pour mission d'abord de mettre en œuvre tout ce qu'il y a comme politique de l'État en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Alors, il s'agit pour la direction de pouvoir coordonner l'élaboration de tout ce qui est matière didactique, la mise en œuvre des stratégies d'alphabétisation. Et également, la direction a pour mission de pouvoir contrôler toutes les actions qui se déroulent sur le terrain en matière d'alphabétisation, précisément avec ses opérateurs. Parce que l'État a opté pour une stratégie que nous appelons stratégie du faire-faire. Donc, nous devons être assurés que ce que l'État demande de faire, c'est ce que les opérateurs font effectivement sur le terrain. Donc, voilà en gros la mission de la direction générale. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que la direction est structurée, vous avez des collaborateurs autour de vous qui gèrent des divisions. Oui, bon, au fait, la direction générale a deux directions techniques. Il y a la direction qui s'occupe de l'alphabétisation et de la formation des adultes. Et il y a la direction qui s'occupe de l'éducation non formelle. Donc, ce sont ces deux branches-là qui essaient de toucher, vu que nous avons deux cibles. Les personnes âgées, 15 et plus, et les jeunes déscolarisés, 9-14 ans. Donc, c'est un peu la structure de la direction générale. Vous avez parlé aussi de la production du matériel. Quel est le matériel dont vous parlez? Bon, ce sont des matériels didactiques. Ici, les manuels. Les manuels qui permettent à l'alphabétiseur de pouvoir donner un cours et qui permet aussi à l'alphabétisé de pouvoir suivre le cours. Alors, donc ça veut dire que vous produisez des manuels pour l'alphabétiseur et pour l'alphabétisé. C'est ça. Comme dans l'éducation formelle, on a le manuel du maître
et le maître de l'élève. Effectivement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est ça. Alors nous savons que le Togo a fait, je crois l'année passée, le recensement de la population. Est-ce qu'on peut avoir les statistiques de la proportion de ceux-là qui ont besoin d'être véritablement alphabétisés? Le taux d'analphabétisme se calcule par rapport au taux d'alphabétisation. Et il faut dire que depuis 2018, nous avons une enquête qu'on appelle l'enquête harmonisée des conditions de vie des ménages. Et l'enquête là situe le taux d'alphabétisation à 66,5%. Alors, ce qui voudrait dire que le taux d'analphabétisme est à 33,5%. Donc, apparemment, il faut dire que, bon, il y a du travail qui est fait et il faut quand même qu'on redouble encore d'efforts pour arriver à un taux zéro d'analphabétisme. Ok, oui, vous avez raison parce qu'en 2000, le taux était autour de 50. De 50, 50%. c'est ça. Et donc, il y a beaucoup de travail qui est fait et beaucoup de défis aussi à relever pour faire chuter cette prévalence. Exactement. Alors, dans ce taux que vous avez annoncé, il y a les hommes, les femmes, les filles. Alors, quelle est la proportion la plus touchée par l'analphabétisme au Togo? Bon, l'analphabétisme, d'une manière générale, c'est les femmes. Les femmes sont beaucoup plus touchées. Et il y a des raisons explicatives à cela? Oui, il y a des raisons. Il faut dire que nous sommes dans une société où il y a toujours la conscience collective qui est liée au patriarcat, qui agit sur les femmes. Et vous allez voir, il y en a, scolariser la fille n'est pas vraiment une préoccupation. Et il faut dire que même en matière d'alphabétisation, nous rencontrons ce problème. C'est-à-dire, ok, il y a des femmes qui désirent, des filles qui désirent se faire alphabétiser, mais en cours de route, il y a la coercition de cette conscience collective-là qui fait que, bon, rapidement, elles partent en mariage et puis, bon, on laisse carrément le cours. Ou alors, il y a certains hommes qui découragent même leurs femmes parce qu'ils ne veulent pas que les femmes aillent au centre d'alphabétisation. Oui, il y a des cas comme ça? Oui, la fois dernière, on travaillait sur un projet et il y a eu un témoignage. Le témoignage, c'est que la dame, lorsqu'elle fait cette tontine, c'est le monsieur qui va déposer l'argent. Donc la dame, elle ne fait que remettre l'argent. Et à chaque fois, l'homme, il efface un zéro. Si c'est 100 francs, il efface un zéro, ça fait 10 francs. Et donc, du coup, la femme s'est fait alphabétiser. Du coup, elle a pris son carnet et elle se rend compte que, ah non. Donc, ça a vraiment amené une tension dans le foyer. Ce qui fait que, des fois, les hommes se disent, bon, si la femme est alphabétisée, c'est que, bon, on lui a ouvert les yeux. Et donc, il y en a qui sont vraiment réticents à ce que leur femme soit alphabétisée. Alors, vous avez donné les statistiques tout à l'heure, 33% au Togo. Oui. Et si on répartit les 33% sur les 6 régions éducatives, quelle est la région la plus touchée par le problème de l'alphabétisme? Alors, la région la plus touchée, c'est la région des savanes. Et il faut dire que nous voyons les régions par rapport à un taux. Donc, la région des savanes enregistre un taux inférieur à 50%, contrairement aux autres régions qui ont un taux supérieur à 50%. Donc, le taux de la région des savanes est de 39,1%. Donc, c'est un taux d'alphabétisation qui est vraiment faible par rapport aux autres. Ça veut dire que dans la mise en œuvre de vos politiques et autres, vous mettez beaucoup plus l'accent là-bas pour que le taux baisse, c'est ça? Oui, avec les situations que nous connaissons maintenant, rendent un peu difficile encore. La situation sécuritaire. Voilà, rend difficile ce travail. Mais nous espérons que la situation sera réglée pour que les actions puissent être intensifiées dans cette région-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous développez beaucoup de projets, programmes pour accompagner aussi bien les opérateurs que les bénéficiaires d'alphabétisation. Certains des projets dont les impacts suite aux évaluations démontrent que si ces projets n'existaient pas, il fallait véritablement les inventer pour permettre à la France qui est touchée de sortir de cet analphabétisme. Parmi les projets que le ministère exécute, il y a le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes, PAF. C'est un projet au plan national ou bien ciblé dans une région? Non, c'est un projet au plan national. Okay. C'est un projet au plan national et c'est depuis 2014 que la direction a commencé par mettre en œuvre ce projet.
En dehors de ce projet qui a quand même donné ses résultats, vous aurez constaté même dans les documentaires, ce projet-là qui a plutôt favorisé à ce qu'on enrôle beaucoup de femmes. Bon, à part ce projet, il y a un projet AFA Wetrivi qui est mené par Care International au Togo début 2023. Qui aussi vient appuyer. Ils ont ciblé une région particulière ou bien c'est au plan national? Oui, ce projet s'opère dans la préfecture de Vaud, uniquement que dans la préfecture de Vaud. C'est en phase. Dès que la phase finit, ils verront dans quelle préfecture aussi il faut se diriger. Oui, allez-y. Bon, à part ce projet, il y a également un projet mené par l'Union européenne. Et ce projet-là, c'est depuis 2022. Dans la préfecture de Hao. Ce projet aussi vient en appui à ce que le projet PAF fait déjà sur le terrain. Donc il y a pas mal de projets que les partenaires essaient aussi d'appuyer. Actuellement, avec le partenaire allemand que nous appelons DVV International, il y a un projet dans les communes. Ce sont des projets de création de centres d'alphabétisation pour que les communes puissent elles aussi prendre cette main-là à la fin du projet pour qu'ils puissent continuer par alphabétiser leur population. Et ça va vraiment soulager l'État et propulser le taux d'alphabétisation au Togo. Fidèles téléspectateurs, nous allons vous faire suivre certaines interviews des opérateurs et des collaborateurs du directeur général de l'alphabétisation de l'éducation non formelle sur le terrain. Ils témoignent de l'impact véritablement de ce travail que fait la direction de l'alphabétisation de l'éducation non formelle au profit des bénéficiaires d'alphabétisation. La stratégie du faire est louable, vu l'impact que nous avons dans nos communautés au niveau des centres d'alphabétisation. Nous voyons que les acquis restent à la communauté. La demande est tellement forte et si le gouvernement a mis cette stratégie en marche, c'est pour aider les ONG, les associations à embrasser toute la population analphabète. Et je crois que c'est une bonne chose. Dans faire, il aurait fallu qu'il y ait un fonds qui alimente toutes les actions. Mais malheureusement, le fonds n'est pas encore en place. Les besoins sont très immenses et comme c'est l'État aussi qui est comptable de toutes les actions en matière d'alphabétisation, l'État se doit de tout faire pour pouvoir organiser le secteur de telle manière que les moyens soient disponibles. Vous avez suivi les acteurs de terrain, ils ont évoqué le problème du fonds. Mais ça, c'est un vieux problème qui a été évoqué depuis longtemps. On en est où? Il faut dire que la question de fonds n'est pas seulement un problème spécifique à la direction générale de l'alphabétisation. Il y a aussi ce problème au niveau de l'Agence de solidarité nationale. Bon, ce n'est pas que c'est un dossier qui est mis dans les tiroirs, mais il faut qu'on puisse mûrir les réflexions pour voir en quelle mesure vraiment mettre ces fonds-là et l'utiliser à bon escient. Donc je pense que c'est ça qui retarde un peu le fait qu'on n'ait pas les fonds. Mais le fait aussi qu'on n'ait pas le fonds n'a pas empêché l'État de pouvoir débourser des moyens pour de la population. Justement, je crois qu'il y a 5 ou 6 ans, à l'époque où Madame ministre Dédé Ahouefa était ministre de l'Action sociale, je crois que le chef de l'État a ordonné que soit décaissé 100 millions par an pour appuyer la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle pour booster l'alphabétisation. Est-ce que vous continuez de bénéficier de ce fonds et qu'est-ce que vous faites concrètement avec cet argent? Qu'est-ce que le ministère fait avec cet argent? Ok, ici c'est le lieu de remercier le gouvernement depuis que la direction bénéficie des 100 millions, la direction en bénéficie toujours jusqu'à maintenant. Il faut dire que les 100 millions qui sont consacrés à l'alphabétisation, il y a aussi l'éducation non formelle. Ce n'est pas que l'alphabétisation, il y a aussi le côté éducation non formelle. On va parler tout à l'heure. Et c'est ces fonds-là qui servent à lancer les campagnes, c'est-à-dire les fonds qui servent à financer au fait, les opérateurs en vue de pouvoir enrôler un bon nombre de personnes, que ce soit éducation non formelle ou que ce soit l'alphabétisation elle-même. Chaque année, comme on l'a dit, la communauté internationale, je l'ai dit en début, célèbre la journée de
l'alphabétisation chaque 8 septembre. C'est ça. N'est-ce pas? Alors, quel est le thème de cette année 2024 et qu'est-ce qui est en train de se faire pour véritablement concrétiser ce thème dans vos programmes? Le thème retenu pour cette édition 2024, c'est promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Et il faut dire qu'on s'est rendu compte qu'avec l'alphabétisation, on peut sauvegarder la paix. Donc, le monde va réfléchir sur tout ce qui est enseignement bilingue. Et donc, par ricochet, tout ce qui est enseignement en langue maternelle ou en langue française ou en langue anglaise. Quelle est l'importance de ce thème à l'heure actuelle? Lorsque vous prenez des communautés, vous savez qu'il y a nos frères nomades qui sont un peu avec nous. Et des fois même, ce sont des communautés qui quittent leur communauté, viennent s'installer dans d'autres communautés. Et donc, il y a la barrière de langue qui se pose. Et donc, nous avons assisté dans le cadre de suivi. Alors qu'il faut forcément qu'il y ait une certaine cohabitation. Cohabitation. Les gens doivent se parler. Voilà. Donc, si on ne se comprend pas, sur de moindres détails, ils peuvent se battre. Ils peuvent se battre. Et donc, l'alphabétisation en tant qu'outil bilingue ou multilingue peut vraiment favoriser cette cohésion et instaurer la paix dans les communautés. Donc voilà un peu les réflexions que nous aurons à mener par rapport au thème de cette année 2024. Mais avant ce thème, vous faites pratiquement ça déjà, hein, ou bien? Oui, on le fait pratiquement, mais le thème vient encore appuyer ces actions dans ce domaine-là pour qu'on n'oublie pas que l'alphabétisation, on doit toujours penser au bilingue là-dedans. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons bien dit que nous sommes sur ce plateau avec le directeur général de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Il nous a clairement expliqué que c'est deux cibles qui préoccupent sa direction. Il y a les personnes âgées et les jeunes dont l'âge est compris entre 6 ou 7 ou allant à 14 ans et plus. Ils vont bénéficier de l'éducation non formelle. Il avait aussi dit qu'il y a beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'ONG qui appuient l'État à travers les projets programmes et nous avons tendu le micro au personnel de l'ONG Action Éducation, qui pilote en collaboration avec le ministère de l'Éducation et la direction préfectorale de l'action sociale des Savanes. Voilà, ils collaborent avec eux pour le pilotage d'un projet qui a permis d'enrôler un certain nombre d'enfants qui avaient déserté l'école, donc les déscolarisés et aussi les non scolarisés. On va les écouter et le directeur va faire un petit commentaire là-dessus. Ce bâtiment que vous voyez derrière moi est un centre d'éducation non formelle qui a été conçu suite à un diagnostic qui a été établi pour la région des Savanes et au Togo, où on constate un taux d'alphabétisation des filles surtout très bas et de certains garçons. Et suite à ce diagnostic, l'initiative est venue de Aider Action et l'UNICEF pour voir comment on peut aider ces enfants qui sont dans les communautés, qui ne vont pas à l'école, à pouvoir être alphabétisés à travers l'éducation non formelle. Et à la fin, pouvoir les réinsérer soit dans l'éducation formelle, soit dans les métiers d'apprentissage. Et c'est en ce mois que nous avons conçu ce centre à l'année scolaire 2021-2022. Et nous avons pu accueillir à ce jour 17 enfants qui sont passés par le centre. Et sur les 17 enfants, ils ont été évalués à la fin du processus. C'est un processus de 9 mois. Aujourd'hui, nous avons 9 qui sont inscrits au centre, à l'école primaire publique de Yoakpats. Et sur les 9, nous avons 4 filles. Donc, qui sont inscrits en classe de CE1 au CM2. Ici, nous accueillons les enfants qui ont un âge compris entre 9 et 14 ans, et déscolarisés ou bien qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés. Donc, nous avons 3 niveaux d'instruction ici. Le niveau 1 qui correspond au niveau CP, au niveau de l'école classique. Donc, à la fin du niveau 1, on entame le niveau 2. Et à la fin du niveau 2, normalement, les apprenants
doivent avoir le niveau CE de l'école classique. Et on passe au niveau 3. Donc au niveau 3, on fait le niveau SIEM de l'école classique. Et on passe l'examen, le CPD. Le CPD, les enfants qui réussissent au CPD peuvent s'insérer directement au niveau du formel, au collège, pour continuer leur scolarisation. Et ceux qui n'ont pas réussi peuvent aller s'inscrire dans les centres de formation professionnelle. Certains enfants enrôlés ont effectivement regagné les classes formelles avec des résultats d'apprentissage satisfaisants. Un projet intitulé Retour à l'école, initié par l'ONG Action Éducation, anciennement appelé Aide et Action. Voilà, c'est de ce projet que nous avons extrait ces interviews-là pour étayer et appuyer un peu ce que le directeur général est en train de dire sur le plateau, qui s'occupe de cette frange-là. Ces enfants-là, ils sont tellement nombreux. Est-ce qu'ils sont nombreux, évidemment, au plan national, puisque vous avez toutes les statistiques? Il faut dire que là aussi, il y a une réalité, pas de réalité, c'est les données statistiques. Mais le besoin aussi est là pour l'éducation non formelle. Nous avons pas mal d'enfants qui n'ont pas été scolarisés ou qui ont déserté l'école. Et donc, le besoin se fait réellement sentir. Actuellement, ou cette année, nous démarrons le niveau 1, dont il est question, mais dans la région des savanes. Puisque le phénomène est criard là. Donc, on a mis l'accent sur la région des savanes pour démarrer le niveau 1. Comme c'est dit dans le reportage, au cours de ce cycle, niveau 1, niveau 2, niveau 3, il se pourrait qu'il y a certains, facilement, on peut les réinsérer. D'autres vont rester dans le système jusqu'à l'examen du CEPD. Dès qu'ils réussissent, ils vont rentrer dans le système formel. Et il y en a, bon, ils vont faire opter pour une formation professionnelle directement. Et notre gros défi, c'est de pouvoir avoir les données. C'est que les données que nous avons actuellement sont des données projetées qui ne cadrent pas avec la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une étude Oui, il faut faire un recensement. Un recensement. Mais un recensement ne suffit pas, mais il faut qu'il y ait un mécanisme perpétuel de recensement. C'est-à-dire, lorsque un enfant est déscolarisé, nous, on doit savoir en même temps. Lorsque un enfant n'est pas scolarisé, on doit savoir en même temps. Donc, c'est le gros défi qui reste au niveau de la direction. Est-ce que la collaboration aujourd'hui avec les communes aussi qui s'occupent de l'éducation de base, une partie de l'éducation de base, est-ce que votre collaboration avec les communes ne permettait pas d'avoir ces statistiques? Oui, je l'ai dit précédemment qu'avec des projets au niveau des communes réalisés par notre partenaire DVV International, c'est un peu la logique. Donc, dès que les communes seront un peu imprégnées de la chose, on verra quel est ce canal-là. Bon, c'est vrai qu'au niveau du ministère, je ne parle pas de Alpha, mais nous avons un système de gestion d'information. Ce système-là permet, lorsque même dans une région X, on tape un donné, Lomé voit. Donc, c'est voir après avec ces communes-là, comment est-ce qu'on installe ce système-là à leur niveau, et dès qu'ils renseignent une information, nous l'avons à notre niveau. Donc, c'est un peu ce qui... Un système presque géolocalisé. Oui, c'est presque géolocalisé, puisque bon, ça fonctionne à base de la connexion Internet. Donc, l'important pour nous, c'est qu'on l'ait aussi dans chaque préfecture, dans chaque commune, pour nous faciliter vraiment la tâche. Puisque vous avez un directeur de l'éducation non formelle, c'est ça? Alors, est-ce que vous avez les statistiques des centres tels que nous avons vu dans la savane? Combien de centres vous avez au plan national? Il faut dire que ce ne sont pas des centres figés. C'est un peu le problème d'alphabétisation. Dès qu'une promotion finit? Oui, dès qu'une promotion finit, on ouvre. Mais nous faisons des cartographies. C'est-à-dire, chaque année, nous voyons combien de centres qui sont ouverts, combien de personnes on a enrôlées. Ouvert par l'État ou bien par les opérateurs, c'est ça? Ouvert par les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'alphabétisation. Pas par l'État? Pas seulement l'État. Pas seulement l'État, avec les opérateurs. Et donc, bon, ce sont ces données-là que nous communiquons pour chaque année. Vous avez certaines à nous dire? Bon, ce que j'ai ici comme les données, ce sont les inscrits et non les centres ouverts. Si nous prenons au niveau de l'alphabétisation même et de l'éducation non formelle d'une manière globale, nous avons
Au total, 9500 personnes qui sont enrôlées. Ça, c'est pour l'année 2023. Et nous avons au niveau des hommes 1447. Et au niveau des femmes, 8053. Alors, pourquoi? Vous allez constater que le nombre enrôlé des hommes est vraiment inférieur au nombre de femmes. Parce que dans notre stratégie, pour une campagne, il faut au moins enrôler 70% de femmes. Puisque c'est la cible de l'alphabétisation. C'est les femmes qui sont beaucoup plus défavorisées. Donc, il faut qu'on les enrôle plus que les hommes. Ce qui fait que dans cette statistique, vous voyez que le nombre de femmes enrôlées est supérieur au nombre de femmes. Alors, pour l'éducation non formelle dont on est en train de parler, ça fait 127 enrôlés au cours de l'année 2023, dont 68 filles. Donc, ce sont les données de l'année passée. Il faut que l'année finisse pour que nous ayons les données de l'année en cours. Nous avons participé aux revues sectorielles conjointes du plan sectoriel de l'éducation. Et vous savez qu'au cours de la revue, chaque département sectoriel de l'éducation vient présenter le bilan. Et il est ressorti que beaucoup de ministères utilisent beaucoup dans leur projet, voilà, l'alphabétisation. Alors, pourquoi ils ont senti la nécessité vraiment d'en tenir compte dans le pilotage des projets? Par exemple, on prend un projet du développement à la base, ils mettent toujours un volet alphabétisation là-dedans. D'accord. En fait, l'alphabétisation, c'est un secteur ou un domaine qui est transversal. Voilà. Vous ne pouvez pas aller appuyer une communauté qui ne connaît pas lire ni écrire. Comme la femme là qui disait que on l'a demandé d'être secrétaire, voilà, elle a bien voulu, mais quand elle a commencé, ses incapacités à écrire, à lire, voilà, ne lui permettaient pas d'assumer ce poste-là. Sinon, c'est pour ça, il y a certains projets qui touchent la communauté à la base. On doit coûte que coûte voir l'alphabétisation là-dedans. Si on ne voit pas, c'est comme on a fait en TOSP. Bon, si on ne le voit pas, on pouvait régler autrement. Mais ça ferait un double travail. Au lieu que le projet s'en occupe entièrement, le projet vient et puis nous venons après. Des fois, ça fait un doublon. Alors que tout projet qui touche la communauté à la base, on doit s'assurer que les bénéficiaires, il y a les analphabètes là-dedans, on doit les prendre en charge. Alors, ça veut dire qu'il doit y avoir aujourd'hui une collaboration étroite des liens fonctionnels entre les départements. Est-ce que ça existe? Si ça existe, est-ce que c'est formalisé? Est-ce que systématiquement un ministère qui veut piloter un projet et qui sent le besoin de mettre un volet alphabétisation travaille étroitement avec votre ministère pour que votre direction fasse le travail qu'il faut pour que ce projet-là réussisse, surtout en tenant compte des questions d'alphabétisation? Oui, il faut dire qu'au niveau du ministère, nous avons un cadre de concertation de tous les acteurs qui sont dans le domaine d'alpha et de l'État. Donc, dans ce cadre, nous avons le ministère de l'Éducation, le ministère de la formation professionnelle, le développement à la base, même l'agriculture. Là où nous sentons que il y a communauté à la base, tous ces ministères-là sont impliqués. Et donc, nous tenons chaque année la réunion annuelle du cadre. Mais ces cadres-là sont déconcentrés au niveau des régions. Ce qui fait que lorsqu'il y a un projet, ils se localisent dans une région, ils se réunissent et puis nous avons l'information et nous apportons notre expertise. Donc voilà ce qui est fait, la relation qu'il y a entre nous et les autres ministères. Ok, alors nous sommes en train d'aller pratiquement vers la fin de l'émission, mais il y a encore deux petites questions. Quels sont les atouts qui permettent véritablement à votre direction d'enrôler le plus grand nombre, puisque vous avez dit que suite au recensement, le taux d'analphabétisme au Togo est de 33,5. Quels sont les atouts aujourd'hui qui permettent à votre direction de pouvoir faire chuter cette prévalence-là en enrôlant le maximum de filles, de femmes, en tout cas de toute personne qui est dans le besoin d'être alphabétisée? Alors, il faut dire que au niveau du ministère, notre atout, d'abord, c'est que la communauté même est consciente de la chose. Et les besoins remontent de la communauté elle-même. Si c'est le cas contraire, que c'est nous qui allons, c'est comme si on est en train de forcer la communauté. Donc, le premier atout, c'est les besoins qui viennent de ces communautés-là. Et le deuxième atout, ce sont les opérateurs. Vraiment, il faut dire que leur présence sur le terrain
nous aident à pouvoir implémenter l'alphabétisation dans nos communautés. On les retrouve dans les églises, dans les associations, dans les associations, dans les groupes organisés, ils sont là. Donc c'est un atout pour nous. Et il y a aussi notre stratégie de faire. Dans le documentaire, quelqu'un a parlé de cette stratégie-là. Et c'est la stratégie-là, une fois que les opérateurs s'approprient de la stratégie, ça leur permet de vraiment accompagner l'État. Surtout que la documentation est produite par votre direction. Par la direction. Et la supervision se fait par vous. Par la direction. Et donc, il y a aussi la formation que la direction fait à l'endroit de ces opérateurs. Comment est-ce qu'il faut encadrer les alphabétisés? Comment est-ce qu'il faut encadrer même les alphabétiseurs? Comment eux-mêmes doivent faire le suivi? Un des atouts également, c'est l'appui des partenaires. Nous sentons maintenant qu'il y a des partenaires qui s'intéressent à l'alphabétisation et donc toutes ces actions fédérées. La preuve, vous avez parlé de l'Union européenne, vous avez parlé CARE international, il y a DVV international, Action Éducation, voilà. Il y a tous ces acteurs-là qui veulent vraiment aider à ce qu'on ait un taux zéro d'analphabétisme. Dans le cadre du 8 septembre, journée de l'alphabétisation, et par rapport à la politique de l'État, quels sont aujourd'hui les défis majeurs qu'il faut relever pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie pour ramener le taux de 33% à, si possible, à 0% un jour? D'ici 2030, on serait à ce niveau. Et donc ce défi-là, nous aurons à travailler avec... Ça permet de mieux faire la planification et la prospective aussi. C'est ça, c'est ça. Ça permet surtout de mieux faire la planification et de se dire, à telle année, on doit être à ce niveau. Et c'est ça qui fera que l'enveloppe financière aussi va suivre. C'est un peu ce que je peux dire par rapport aux grands défis qui nous attendent. C'est vrai que le renforcement de capacité des opérateurs et du personnel dans le domaine, ça c'est quelque chose qui est systématique. À chaque fois qu'il y a une cohorte lancée, une campagne lancée, on a les opérateurs, on donne la formation. Donc le gros défi, c'est sur le plan statistique. Et les opérateurs, un maillon très fort sur lequel vous comptez, quelles sont leurs attentes vis-à-vis de la direction? Parce que vous avez quand même l'occasion d'échanger avec eux, voilà, de les suivre et autres, et ils profitent en même temps pour soulever leurs préoccupations. Dès qu'ils nous sollicitent pour un renforcement de capacité, sur un plan technique, on les accompagne. C'est seulement le problème de finances. L'État ne peut pas tout faire. C'est pour ça, eux aussi, on leur demande de chercher des financements avec d'autres partenaires pour venir appuyer aussi l'État dans la mise en œuvre de sa stratégie de faire. Alors nous savons que cette émission est en train d'être enregistrée dans le cadre du 8 septembre, journée de l'alphabétisation, mais en même temps, on vient de démarrer la rentrée scolaire au Togo le 16 septembre. Quel est votre message à l'endroit des parents pour que le taux de déperdition scolaire des enfants ne pèse pas sur vous? Parce que quand il y a déperdition scolaire, eh bien, les enfants sortent de l'école au lieu d'être maintenus. Et finalement, ils grossissent le rang des enfants déscolarisés. Le message à l'endroit des parents, c'est en fait de suivre leur enfant. Parce que nous n'avons pas toutes les données sur les motivations de la déscolarisation. Et il se pourrait que psychologiquement, l'enfant ne tient plus la route. Mais les parents doivent... Ou que pour des raisons de vulnérabilité, les parents sortent volontairement l'enfant pour être une source de revenus pour la famille. Bon, il y a des cas comme ça aussi. Il y a ces cas aussi. Mais ici, la vigilance ou l'attention, c'est beaucoup plus demandé aux parents de surveiller leur enfant. Si vous constatez que votre enfant ne répond plus bien, l'école est là. Vous pouvez vous approcher de l'école pour savoir, mais des fois, les parents laissent les enfants et les enfants tombent dans la déscolarisation. Monsieur DG, nous sommes à la fin donc, de cette émission. Votre mot de conclusion? D'abord, c'est vous remercier pour l'opportunité que vous donnez pour la visibilité du ministère à travers l'émission Débat Éducation. Et je voudrais convier toutes ces personnes qui suivent un cours d'alphabétisation de tenir bon, parce que c'est pas facile, ce sont des personnes âgées. Ils reviennent de leur occupation et ils sont là en classe.
Donc de tenir bon, et la route ne sera pas trop longue. Et j'espère qu'ils sauront vraiment lire et écrire. Aux opérateurs, je leur demande aussi la patience. La patience envers nos papas et nos mamans qui veulent savoir lire et écrire. Et pour finir, à l'endroit de tous les collègues, les collaborateurs qui sont sur le terrain, de ne pas aussi baisser les bras. Dès qu'un opérateur les sollicite, de vraiment les aider pour que nos populations à la base trouvent leur bonheur en matière d'écriture, de lecture et de calcul. Tout à fait. Fidèles téléspectateurs, nous étions avec le directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Voilà, nous avons eu les informations dont on avait besoin pour vous éclairer, pour vous sensibiliser aussi et faire le point sur les avancées et les défis qui attendent tous les acteurs depuis le niveau stratégique, depuis le niveau du ministère, du gouvernement, en descendant vers les alphabétisés. Voilà, et donc c'est de tout cela que nous avons parlé au cours de cette émission. Nous espérons retrouver, en tout cas, soit le directeur ou bien un de ses collaborateurs pour rentrer dans un volet de l'alphabétisation pour qu'on puisse être suffisamment informé au fur et à mesure de ce qui est en train de se faire dans le cadre de l'alphabétisation dans notre pays, le Togo. C'est sur ce mot que je dis merci au directeur pour sa présence sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, qui nous avez suivis. Et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat Éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.